Mes parents se sont moqués de mon salaire et ont dit, ta sœur est la fierté de cette famille, et tu ne sers à rien. J'ai simplement souri et répondu, alors à partir de maintenant, laissez-la s'occuper de toutes les factures. Ma sœur s'est étouffée avec sa boisson. Je m'appelle Chloé Moreau, et j'ai grandi en croyant que si je travaillais assez dur, ma famille m'accorderait la même valeur qu'à ma sœur aînée. Cette conviction a pris fin au cours d'un unique dîner de famille. Nous étions assis autour de la table de la salle à manger dans la maison de mes parents à Lille, celle que j'avais aidé à payer au fil des ans. La soirée avait commencé comme d'habitude. Mes parents ont interrogé Léna sur ses chiffres de diffusion en direct, ses nouveaux parrainages, les marques qui lui envoyaient des vêtements et des produits de soins gratuits. Ils se penchaient en avant, écoutant chaque détail comme si elle discutait de diplomatie internationale plutôt que de présentation d'achats en ligne et de routine matinale mise en scène. Puis mon père m'a regardé, pas méchamment, mais avec une finalité dédaigneuse. Ta sœur est la fierté de cette famille, a-t-il dit. Elle a travaillé pour sa réussite. Pendant ce temps, ton salaire, ce n'est rien comparé au sien. Ma mère a hoché la tête comme pour confirmer un fait établi depuis longtemps. Tu devrais être plus comme Léna, a-t-elle ajouté. Elle fait honneur à cette maison. Pendant un instant, j'ai senti la lourdeur familière s'installer dans ma poitrine, celle que j'avais passé des années à apprendre à ravaler. Mais quelque chose en moi a tenu bon cette fois-ci. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai seulement posé ma fourchette et parlé clairement, en gardant une expression calme. Si elle est la fierté de la famille, ai-je dit, alors à partir de maintenant, elle peut s'occuper de toutes les factures. L'atmosphère dans la pièce a changé instantanément. Le sourire de Léna s'est effacé, et le vin qu'elle sirotait lui est resté en travers de la gorge, la forçant à une toux brève et surprise. Personne n'a rien dit. Pour la première fois, le silence m'appartenait. Avant de continuer, dites-moi quelle heure il est, où vous vous trouvez, et de quelle ville vous regardez. J'aimerais voir jusqu'où cette histoire a voyagé. En grandissant à Lille, j'ai appris très tôt que la responsabilité au sein d'une famille n'est pas toujours répartie équitablement. Après l'université, j'ai obtenu un poste d'analyste de projet dans une entreprise technologique de taille moyenne au centre-ville. Le travail n'était pas glamour, mais il était stable. Il comprenait une bonne mutuelle, un plan d'épargne retraite et une progression constante si je travaillais dur. Mes parents ont été soulagés au début. Ils avaient connu l'instabilité financière à plusieurs reprises dans leur vie, surtout lorsque les heures de travail de mon père avaient été réduites et que ma mère avait dû prendre des emplois temporaires où elle le pouvait. Durant ces années, chaque facture imprévue ressemblait à une crise, et j'intervenais dès que je le pouvais. J'aidais à couvrir les réparations, les courses, les rendez-vous médicaux, et parfois même le loyer. Je le faisais discrètement parce que cela me semblait être la bonne chose à faire. Léna était différente depuis le début. Elle avait un charme qui attirait l'attention dans n'importe quelle pièce, une façon de parler qui donnait aux gens l'impression qu'elle était faite pour de plus grands publics. À 18 ans, elle s'est intéressée à la diffusion en direct. Au début, c'était un passe-temps qu'elle traitait comme une activité à plein temps. Je me souviens qu'elle réaménageait le salon pour ajuster l'arrière-plan de ses vidéos, ajoutant des anneaux lumineux et expérimentant différents styles de maquillage. Ses revenus durant ses premiers mois étaient presque inexistants, mais elle parlait de son avenir comme s'il était garanti. Elle insistait sur le fait qu'elle deviendrait une personnalité publique, quelqu'un que les marques et les entreprises de médias s'arracheraient. Mes parents l'écoutaient avec admiration, hochant la tête à chaque mot. J'écoutais aussi, mais je ne pouvais ignorer le déséquilibre qui se formait sous mes yeux. Chaque fois que mes parents étaient confrontés à une facture qu'ils ne pouvaient pas payer, ils se tournaient vers moi sans hésiter. La demande semblait toujours désinvolte, comme si c'était quelque chose de petit, de temporaire. Nous avons juste besoin d'un petit coup de main ce mois-ci. Ça s'équilibrera la prochaine fois. Mais la prochaine fois arrivait toujours sous la forme d'une autre demande, et le cycle continuait. Pendant ce temps, Léna disait à nos parents qu'elle avait besoin de nouvel équipement, d'abonnements et de ressources pour améliorer son contenu. Elle décrivait chaque achat comme un investissement. Je regardais mes parents défendre ces décisions tout en traitant mes contributions comme quelque chose d'attendu, quelque chose de dû. Il y a eu un moment où ma mère a dit, sans méchanceté mais avec une certitude absolue, que Léna était spéciale, destinée à plus qu'un travail typique. Ça m'a blessé, cependant. Je n'ai rien dit. J'ai continué à travailler. J'ai obtenu des promotions. J'ai appris à étirer mon revenu pour subvenir à mes besoins et aux leurs. Pourtant, plus j'aidais, plus ils comptaient sur moi.
Je pensais que la patience finirait par changer quelque chose dans la façon dont il nous voyait. Au lieu de cela, le déséquilibre s'est accentué. Lena a commencé à parler de son public comme si c'était la preuve de sa valeur. Elle montrait à mes parents les commentaires que les gens laissaient sur ses diffusions en direct, louant sa personnalité, la qualifiant de talentueuse, lui disant qu'elle était née pour être sous les feux de la rampe. Je voyais la fierté dans leurs yeux chaque fois qu'ils regardaient son écran. Je n'ai jamais vu cette expression dirigée vers moi, pas même quand je leur ai montré la lettre confirmant ma promotion. Un jour, ma mère m'a demandé si je pouvais envoyer de l'argent supplémentaire pour que Lena puisse assister à un événement de réseautage dans une autre ville. Cela aiderait sa carrière, a-t-elle dit. Il croyait que Lena était sur le point de réaliser quelque chose de monumental et qu'un petit coup de pouce pourrait la propulser vers le succès. J'ai hésité un instant, juste assez longtemps pour que mon père me regarde avec déception, comme si refuser était égoïste. J'ai accepté parce que dire non me donnait l'impression de briser quelque chose au sein de la famille. Mais j'ai senti le changement en moi. Je réalisais que j'avais porté le poids des attentes de tout le monde sans jamais être vu. Même alors, je suis restée silencieuse. Je me suis dit que c'était temporaire, qu'il finirait par reconnaître le déséquilibre. J'avais tort, mais il me faudrait du temps pour accepter à quel point j'avais tort. 1 an plus tard, le changement dans notre dynamique familiale était devenu impossible à ignorer. La chaîne de Lena avait grandi d'une manière qu'aucun de nous n'attendait. Son nombre d'abonnés a grimpé en flèche, les offres de parrainage sont arrivées, et soudain, elle était invitée à des événements où les appareils photo crépitaient et où les gens la traitaient comme quelqu'un d'important. Le premier contrat qu'elle a signé était modeste comparé à ce dont elle se vantait, mais c'était quand même plus d'argent qu'elle n'en avait jamais gagné auparavant. Mes parents ont célébré cela comme si elle avait gagné un prix Nobel. Ils ont pris des photos avec elle, partagé des publications sur sa réussite et dit à tous ceux qu'ils connaissaient que leur fille devenait célèbre. Au début, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Je croyais qu'une personne pouvait suivre sa propre voie tout en respectant les autres. Mais à mesure que la popularité de Lena grandissait, quelque chose en elle a changé. Elle a commencé à parler de mon travail sur un ton qui ressemblait à un jugement. Elle regardait mes vêtements de travail et penchait la tête avec ce sourire qu'elle utilisait pour la caméra. Elle qualifiait ma carrière de « sûre »,« moyenne »,« prévisible ». Elle le disait comme si ces mots étaient des insultes. Elle parlait des heures que je passais à examiner des systèmes de projet et à diriger des réunions d'équipe comme si je perdais ma vie. Elle croyait que le seul travail qui comptait était celui qui attirait l'attention. Mes parents ont instantanément absorbé sa nouvelle vision du monde. Ils ont commencé à parler du succès comme de quelque chose de quantifiable par les abonnés et les réactions. Si les gens commentaient les vidéos de Lena, cela signifiait qu'elle avait de la valeur. Si mes accomplissements n'apparaissaient pas sur un écran, ils étaient invisibles. Je me souviens d'un après-midi particulier chez mes parents où ma mère m'a dit, avec une sorte de soupir qui se voulait sage, que le monde récompense ceux qui osent se montrer. Elle l'a dit en faisant défiler la page de Lena, sans même me regarder. Un jour, Lena a ri pendant le dîner et m'a dit qu'elle pourrait payer tout le repas avec une seule diffusion en direct. Elle l'a dit légèrement, comme si ce n'était qu'une blague, mais son ton suggérait qu'elle voulait que je me sente petite. Mon père s'est joint à elle, ajoutant que les gens respectaient ceux qui étaient sous les feux de la rampe. Ils m'ont tous les deux regardé, s'attendant à ce que je réagisse. Pourtant, je ne l'ai pas fait. J'ai simplement senti l'amertume s'installer sous mes côtes. J'ai continué à soutenir le foyer quand ils en avaient besoin. Lorsque la voiture de mes parents a eu besoin de réparation, j'ai couvert une partie de la facture. Lorsque le système de chauffage est tombé en panne en hiver, je me suis assuré qu'il puisse rester au chaud. J'ai fait ces choses discrètement, non pas parce que je voulais de la reconnaissance, mais parce que je croyais que la responsabilité était quelque chose que l'on assumait, même lorsque personne ne le reconnaissait. Cependant, j'ai commencé à comprendre qu'il y avait une différence entre soutenir par amour et permettre le manque de considération. Le déséquilibre devenait trop évident pour être ignoré. J'ai commencé à quitter les réunions de famille plus tôt. Je rendais visite moins souvent. Je répondais aux messages plus lentement. Je me suis retiré non par colère mais par autoprotection. J'ai essayé de maintenir la paix même si le sol sous cette paix devenait chaque jour plus mince. Je ne le savais pas alors, mais la distance que j'ai créée deviendrait nécessaire car bientôt quelque chose allait se produire qui révélerait exactement où se situait chaque membre de la famille, quelque chose qui rendrait le déséquilibre impossible à ignorer en faisant semblant de rien. Quelques mois plus tard, la vie réelle nous a rappelé que l'attention et les applaudissements ne pouvaient protéger personne de la vulnérabilité.
Ma mère a commencé à ressentir une gêne thoracique persistante, quelque chose qu'elle a d'abord essayé de cacher. Quand elle l'a finalement admis, les médecins lui ont dit qu'elle avait besoin de tests réguliers et d'un plan de traitement qui nécessiterait à la fois du temps et de l'argent. La nouvelle portait un poids silencieux qui s'est installé sur la maison. Pourtant, la réaction du reste de la famille a révélé plus que le diagnostic lui-même. Léna a prétendu avoir un programme d'enregistrement complet pour les semaines à venir. Elle a décrit des partenariats avec des marques sur le point d'être lancés, du nouveau contenu qu'elle devait filmer, et comment annuler quoi que ce soit pourrait nuire à sa croissance. Elle a dit cela en se maquillant devant son anneau lumineux, détournant à peine le regard de son reflet. Elle a suggéré que quelqu'un d'autre pourrait s'occuper des rendez-vous parce que son travail nécessitait un élan pour rester pertinent. Mon père a hoché la tête comme si son explication était raisonnable, quelque chose d'attendu de la part de quelqu'un en pleine ascension. J'ai réorganisé mon emploi du temps sans l'annoncer. J'ai parlé à mon supérieur des heures de télétravail, modifié les échéanciers des projets et me suis préparé à soutenir les choses à la maison sans perturber la cohérence opérationnelle de mon équipe. Les visites à l'hôpital sont devenues une partie de ma routine hebdomadaire. J'ai appris à reconnaître l'odeur stérile de l'aile de cardiologie. Je portais le sac de ma mère, attendais avec elle dans les couloirs silencieux et traduisais la terminologie médicale en réconfort qu'elle pouvait comprendre. La première facture est arrivée, plus élevée que ce que mes parents pouvaient gérer. Ils m'ont regardé sans demander directement, bien que l'attente se soit installée entre nous comme une vieille habitude. J'ai retiré de mon épargne, des fonds que j'avais constitués lentement et patiemment au fil des ans. J'ai payé la facture, puis la suivante, et celle d'après. Je l'ai fait parce que je ne pouvais pas imaginer laisser ma mère affronter la peur seule. Je l'ai fait parce que l'amour n'est pas quelque chose que je mesure en monnaie. Pourtant, quelque chose en moi changeait chaque fois que le reçu glissait dans mon sac à main. Le déséquilibre n'était plus subtil. Il était indubitable. Lors d'une de mes visites à la maison, j'ai entendu mon père parler à un voisin. Sa voix portait la même fierté familière. Il disait que Léna travaillait sans relâche pour assurer un avenir meilleur à la famille. Il la décrivait comme celle qui investissait dans l'avenir. Je suis resté là, sur le porche, le froid de l'île s'installant dans l'air du soir, tenant un sac de pharmacie avec les médicaments de ma mère. Il n'a pas mentionné qui conduisait à l'hôpital 3 fois par semaine. Il n'a pas mentionné le compte d'épargne qui diminuait silencieusement pour maintenir la stabilité de la maison. J'ai alors réalisé que pour eux, mon rôle n'était jamais vu, seulement utilisé. J'étais celle qui intervenait, celle qui maintenait les choses ensemble, celle qui comblait les lacunes sans être reconnue. Je ne voulais pas de gratitude. Je voulais la reconnaissance de la vérité. Pourtant, la vérité était quelque chose qu'ils avaient choisi d'ignorer depuis très longtemps. À ce moment-là, la distance entre nous ne me semblait plus être quelque chose que j'avais créé. Elle me semblait être quelque chose qu'ils avaient construit. Une saison des fêtes plus tard, le rythme de notre famille s'était discrètement remodelé autour de mes routines et de ma fiabilité. La santé de ma mère s'était stabilisée, bien qu'elle ait encore besoin de rendez-vous réguliers, de médicaments et d'une attention à son alimentation. J'ai continué à aider car l'alternative l'aurait laissée vulnérable. Pendant ce temps, Léna a emménagé dans un appartement en hauteur au centre-ville, le genre d'immeuble avec des baies vitrées et un service de conciergerie. Elle le décrivait comme nécessaire pour son image, comme si la ligne d'horizon de la ville faisait partie de sa marque. Elle filmait des vidéos dans le hall, dans l'ascenseur et sur le salon du toit, se positionnant toujours comme quelqu'un qui s'élève, évolue, monte. Elle rendait visite à la maison moins fréquemment. Quand elle le faisait, c'était toujours un arrêt bref, souvent entre des sessions en studio ou des collaborations. Elle entrait, vêtue de vestes de créateurs et de nouveaux bijoux, parlant rapidement de chiffres, de tendances, d'offres de parrainage et de la pression de rester pertinente. Mes parents écoutaient ces histoires avec une admiration qui frisait la vénération. Ils posaient des questions sur le nombre d'abonnés comme certaines familles demandent des nouvelles de la santé ou du bonheur. Ils disaient aux voisins qu'elle devenait une figure influente, quelqu'un à surveiller, quelqu'un dont le succès rejaillissait sur eux. Pendant cette même période, j'ai continué à couvrir ma part des dépenses à la maison. Les courses, les renouvellements de médicaments, les réparations d'entretien occasionnels, les factures saisonnières et d'autres coûts s'accumulaient. Mon père les appelait des « petites choses », bien qu'elles n'aient jamais été petites au total. Il supposait que je m'en occuperais parce que je l'avais toujours fait. Ma mère me remerciait, mais la gratitude avait commencé à sonner comme une répétition, comme quelque chose qu'elle avait pratiqué pour éviter de reconnaître le poids de la situation.
Il parlait de Léna comme si elle construisait un avenir pour toute la famille. Je restais le présent qui les maintenait en état de fonctionner. Un soir, en préparant un repas de fête, je me tenais au comptoir de la cuisine à couper des légumes quand mon père a mentionné la chance qu'avait Léna d'avoir l'opportunité de vivre une vie pleine de possibilités. Il l'a dit sur un ton qui portait à la fois admiration et attente, comme si la possibilité elle-même avait été gagnée non par le talent mais par une désignation divine. J'ai écouté et n'ai rien dit, mais à l'intérieur, j'ai senti une douleur lente se former. L'attente était familière, je soutiendrai le foyer pour que Léna puisse se concentrer sur sa croissance. Cela ne ressemblait plus à du soutien. Cela ressemblait à de la servitude déguisée en affection. Lors d'une réunion de famille cette saison-là, mes parents ont parlé fièrement de Léna aux proches. Ils ont décrit son appartement, ses parrainages, ses événements. Ils ont mentionné ses longues heures devant les caméras. Personne n'a mentionné les visites à l'hôpital. Personne n'a mentionné les factures que je payais ou l'emploi du temps réaménagé qui permettait à notre mère d'être soignée sans stress. Quand les proches demandaient poliment comment j'allais, mes parents répondaient pour moi. Ils décrivaient mon travail comme « stable », un mot qui semblait choisi pour exprimer la fiabilité sans importance. Il était clair qu'à leurs yeux, j'étais fiable mais pas remarquable. Cette nuit-là, en rentrant chez moi à travers les rues hivernales de Lille, le ciel sombre dès la fin de l'après-midi et les lumières de Noël se reflétant sur les plaques de glace, j'ai réfléchi au rôle que je m'étais laissé occuper. J'étais devenu la structure qui maintenait tout debout, invisible jusqu'à ce qu'elle se fissure. Je me suis demandé quand j'avais commencé à croire que l'amour exigeait un sacrifice constant sans reconnaissance. Je me suis demandé quelle partie de ma vie j'avais façonnée autour de leur confort au lieu de ma propre valeur. J'ai réalisé que le respect n'était pas quelque chose qui arrivait simplement parce que j'avais assez donné. Il exigeait la reconnaissance, l'équilibre et la volonté de toutes les parties. Sans cela, l'amour se transformait en obligation. L'obligation se transformait en attente. L'attente se transformait en un effacement silencieux. Je n'avais pas encore décidé quoi faire ensuite, mais la certitude que quelque chose devait changer n'était plus évitable. Quand l'hiver est arrivé, l'île est entrée dans une sorte de silence feutré. La neige s'est accumulée en couches épaisses le long des rues, et l'air semblait plus lourd, comme si la saison elle-même retenait son souffle. Pendant ce temps, le monde de Léna a commencé à montrer des fissures sous la brillance qu'elle avait si laborieusement projetée. Un court clip vidéo d'elle s'en prenant à un serveur lors d'une diffusion en direct s'est répandu sur les réseaux sociaux. Le ton était sec, dédaigneux et impatient, et les gens ont réagi immédiatement. C'est devenu un petit scandale, pas catastrophique, mais suffisant pour ébranler l'image brillante qu'elle avait construite. Un contrat de parrainage majeur a été retiré peu de temps après, et les commentaires sur ces publications sont devenus sensiblement plus froids. J'ai regardé tout cela se dérouler à distance, consciente de sa signification mais pas surprise par sa cause. Léna a continué à se comporter comme si rien n'avait changé. Elle a insisté publiquement et en privé que l'indignation passerait, que le public avait la mémoire courte, qu'elle était toujours en pleine ascension. Pourtant, les chiffres racontaient une autre histoire. Le nombre de spectateurs a chuté régulièrement. Les revenus sur lesquels elle comptait autrefois sont devenus instables. Son appartement, autrefois symbole d'une dynamique ascendante, est devenu un poids qu'elle ne pouvait plus supporter facilement. Pourtant, elle a refusé de reconsidérer ses dépenses ou son attitude. Elle a insisté sur le fait qu'un retour en force était inévitable si elle continuait simplement à se produire comme avant. À la maison, le malaise s'est installé sur les visages de mes parents. Ils ne parlaient pas directement de leur peur, mais leurs appels sont devenus plus fréquents. Ils mentionnaient de petites préoccupations, d'abord, les courses, les frais médicaux, les réparations saisonnières. Puis ils ont parlé des engagements de Léna, des opportunités qui pourraient être perdues si elle devait prendre du temps pour réorganiser ses finances. L'implication était familière. J'étais déjà passé par là. Leur voix portait la même attente, la même dépendance. Ils croyaient que j'interviendrais à nouveau. Ils croyaient que je stabiliserais la situation comme je l'avais fait tant de fois. Ils croyaient que je le ferais discrètement. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai réfléchi attentivement à ma réponse. Finalement, je leur ai dit non. J'ai parlé d'une voix égale, sans amertume. J'ai dit que je continuerais à les soutenir en ce qui concerne la santé et la stabilité, mais que je ne couvrirais plus les choix de style de vie ou les risques professionnels de Léna. Ma mère a fait une longue pause au téléphone, comme si elle ne m'avait pas bien entendu. Mon père a demandé si j'étais sûr, comme si la certitude était la partie inhabituelle.
J'ai répété mes mots fermement mais sans escalade. La conversation ne s'est pas terminée par une dispute. Elle s'est terminée par une confusion silencieuse qu'il ne savait pas comment aborder. Pendant cette période, j'ai passé plus de temps avec une amie que je connaissais depuis des années, nommée Élise. Nous nous sommes rencontrés un soir dans un café près de mon bureau. Les lumières étaient douces contre les fenêtres, et la neige dehors reflétait la lueur chaude de l'intérieur. Nous avons parlé de travail, de l'hiver, de livres et de routine. Elle ne m'a pas interrogé sur ma famille jusqu'à ce que je l'évoque moi-même, et quand je l'ai fait, elle a simplement écouté. Elle n'a offert ni solution ni jugement. Elle a reconnu l'épuisement dans ma voix et a dit que j'avais le droit de prendre soin de mes propres limites. Sa présence m'a rappelé que les relations n'avaient pas à être transactionnelles ou conditionnelles. Elles pouvaient simplement exister. À la fin de la saison, j'ai compris quelque chose avec plus de clarté qu'auparavant. Je ne pouvais plus sacrifier ma vie pour maintenir une illusion d'unité familiale qui ne m'incluait pas en tant que participante égale. La division existait déjà. Je choisissais seulement maintenant de ne plus l'ignorer. Quelques semaines se sont écoulées, et le changement semblait plus froid que le temps qu'il faisait dehors. La situation de Léna s'est détériorée plus vite que quiconque aurait pu l'anticiper. Son bail a pris fin brusquement lorsqu'elle a accumulé plusieurs mois de loyer de retard. L'appartement glamour qui symbolisait autrefois le succès et l'indépendance est devenu un rappel de la rapidité avec laquelle le statut pouvait s'effondrer. J'ai appris par des voisins qu'elle avait fait ses cartons en silence, refusant l'aide, évitant le contact visuel avec le personnel de l'immeuble qui la reconnaissait autrefois grâce à ses diffusions. Elle est retournée à notre maison familiale, transportant des boîtes qui semblaient plus lourdes qu'elles ne l'étaient en réalité, alourdies par la déception plutôt que par leur contenu. Mes parents l'ont accueillie avec une affection frénétique, murmurant qu'elle avait simplement besoin de temps pour retrouver son élan. Pourtant, leur ton optimiste a vacillé lorsque les factures ont commencé à faire surface. Un matin, des relevés de cartes de crédit, des avis de retard pour les services publics et des rappels de prêts ont rempli la table de la cuisine. Mon père tenait la pile de papier avec des mains tremblantes. Ma mère fixait les chiffres avec une incrédulité croissante. Ce n'était pas un simple faux pas. C'était le résultat de mois d'inflation de son style de vie, de pression de la performance et de déni. Le silence dans la pièce était si lourd que les murs semblaient l'absorber. Les rumeurs voyageaient plus vite que les explications. Les membres de la famille chuchotaient sur la façon dont notre famille était tombée en disgrâce. Les voisins qui complimentaient autrefois mes parents d'avoir une fille talentueuse échangeaient maintenant des regards compatissants, comme si la pitié était la seule monnaie restante. L'atmosphère de la maison était tendue sous le poids combiné de l'embarras et de la peur. Chaque conversation semblait répétée, remplie de tentatives pour maintenir la dignité. Finalement, mes parents sont venus me voir. Ils se sont approchés lentement, comme s'ils craignaient de marcher sur du verre brisé. Ma mère a parlé la première, son ton doux mais direct. Elle a expliqué que Léna avait besoin d'une chance de se reconstruire, que j'avais toujours été la personne raisonnable, que s'entraider faisait simplement partie de la vie de famille. Mon père a hoché la tête à côté d'elle, ajoutant que Léna avait travaillé si dur pour son rêve alors que j'avais choisi un emploi stable. Il a laissé entendre que la stabilité signifiait la responsabilité, comme si mes choix m'obligeaient à porter les conséquences des siens. Leurs mots ne m'ont pas surprise. J'avais entendu des variations de cette dynamique toute ma vie. Pourtant, quelque chose semblait différent maintenant. Je ne ressentais ni colère, ni culpabilité, ni l'envie de me défendre. Je ressentais de la clarté. Je leur ai dit que je comprenais leur peur et leur amour, mais que je comprenais aussi que j'avais passé des années à porter plus que ma part. J'ai expliqué que soutenir quelqu'un ne signifiait pas effacer sa responsabilité. Je l'ai dit calmement et posément, laissant chaque phrase atterrir sans force. Ils me regardaient comme si j'avais parlé une langue étrangère. Ma mère a essayé d'insister sur le fait que Léna se remettait encore émotionnellement. Mon père a souligné que la famille avait besoin d'unité. J'ai répété ma réponse sur le même ton calme. Pas d'accusation, pas de voix élevée, juste une limite. La conversation s'est terminée tranquillement, bien que son poids ait persisté. Quand je suis parti ce soir-là pour retourner à mon propre appartement, j'ai ressenti quelque chose de proche, non pas de la colère, mais de l'acceptation. Le lien financier était rompu. La dépendance émotionnelle était coupée. Pour la première fois, la distance ressemblait à la paix. J'ai signé le bail de mon appartement un après-midi tranquille, alors que la lumière du petit matin se posait sur les fenêtres d'une manière calme qui ressemblait à une promesse que je me devais depuis des années.
Il n'y a eu aucune célébration spectaculaire, aucun triomphe publié en ligne, aucune annonce à qui que ce soit. J'ai simplement posé mon sac par terre, je me suis approché de la fenêtre et j'ai respiré comme si je retournais enfin dans mon propre corps. Le silence n'était pas vide. C'était le premier silence qui m'appartenait. J'ai passé les premières semaines à aménager mon espace avec intention, ne choisissant que ce dont j'avais besoin et ce qui me permettait de me sentir ancré. Je cuisinais pour moi-même, travaillais sans interruption et dormais sans attendre un appel téléphonique me demandant quelque chose. J'ai été surprise de voir quelle quantité d'énergie il reste une fois que l'on arrête de se saigner pour des gens qui ne font que prendre. Ma carrière a progressé de manière constante, ce qui était différent du chaos que j'avais autrefois permis. J'ai accepté des projets qui me tenaient à cœur, j'ai noué de véritables partenariats et je me suis permis d'être ambitieux sans culpabilité. Je ne portais plus le poids de devoir prouver ma valeur à des gens déterminés à ne pas l'avoir. Je n'essayais plus de justifier ma valeur dans un foyer où l'affection avait été conditionnelle. La paix n'est pas venue comme une révélation. Elle est venue lentement, à travers de petites routines, à travers des matins où ma poitrine était légère, à travers des soirs où je préparais le dîner et lisais sans jeter un œil à mon téléphone. Je n'étais pas heureuse à chaque instant, mais j'étais libre. Et la liberté a fait de la place pour que le bonheur puisse grandir. Il y avait des jours où les souvenirs refaisaient surface. Parfois, je pensais à la facilité avec laquelle j'avais tout donné, à la rapidité avec laquelle il rejetait ma présence, à quel point il était devenu familier d'être utile plutôt qu'aimé. Pourtant, ces souvenirs ne me tiraient pas en arrière. Ils me rappelaient pourquoi j'étais parti et pourquoi je ne retournerais pas à cette dynamique. J'ai accepté que l'amour peut échouer lorsqu'il n'est pas entretenu avec respect. Comprendre cette vérité n'était pas cruel. C'était honnête. Je ne les ai pas secourus à nouveau. Je ne leur ai pas rendu visite pour apaiser la tension dans leur maison. Je les ai laissés faire face aux résultats de leur choix. La distance est restée, et je les protégeais sans colère, seulement avec clarté. Je ne l'ai pas regretté. Je me suis sauvé moi-même, et me sauver moi-même était suffisant. La valeur ne peut être mesurée par les applaudissements, l'attention ou l'approbation sociale. Une personne qui donne constamment sans reconnaissance finit par disparaître derrière les besoins des autres. Se choisir soi-même n'est pas un acte de cruauté. C'est le fondement d'une vie vécue avec dignité. L'amour exige un équilibre, et le respect doit être mutuel. Lorsqu'une famille exige des sacrifices sans gratitude, s'éloigner est un acte de guérison, non de trahison.